Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, en physique, les systèmes de coordonnées sont totalement arbitraires. Ce sont des choix qui sont faits pour pouvoir donner des valeurs numériques aux grandeurs, positions, les grandeurs géométriques, pour pouvoir faire des calculs, écrire des équations, mais ils sont arbitraires, c'est des choix humains. Par conséquent, l'expression des lois de la physique doit être indépendante du système de coordonnées, indépendante du choix qui est fait par l'humain pour sa facilité. Et donc le résultat doit être indépendant du système de coordonnées par rapport auquel ces lois sont mises sous forme d'équations. En ce sens, le calcul tensoriel appliqué à la physique trouve pleinement sa justification, puisqu'il vise précisément à exprimer des propriétés intrinsèques, c'est-à-dire indépendantes des systèmes de coordonnées qui sont utilisés pour les expliciter. Un produit scalaire tel que UV peut s'écrire UIVI dans n'importe quel système, dans n'importe quelle base ou système de coordonnées, ce qu'exprime cette forme générale qui est indépendante du système de coordonnées. On obtient ainsi des relations qui seules sont susceptibles d'exprimer une certaine réalité physique. En ce sens, des grandeurs comme celles que nous avons vues, que nous venons de voir, qui ne dépendent pas du système de coordonnées, qui dépendent du système de coordonnées parce qu'elles ne se transforment pas comme des tenseurs, et donc ne peuvent pas s'exprimer sous ces formes indépendantes des coordonnées, peut être un handicap. On a besoin de formulations tensorielles. Et donc, par suite, le physicien va chercher à exprimer les propriétés des systèmes sous forme tensorielle, ou éventuellement d'autres, dans d'autres domaines, comme par exemple les spineurs. Il y en existe bien d'autres. Ceci conduit éventuellement à définir et à utiliser en physique de nouvelles entités mathématiques qui soient précisément des tenseurs. En coordonnées orthogonales ou obliques, les différentiels des dvi, des composantes covariantes vi d'un vecteur, constituent également les composantes d'un vecteur en coordonnées orthogonales ou obliques. Les dérivées partielles dvi sur dxk constituent également les composantes d'un tenseur d'ordre 2. Mais il n'en est plus de même en coordonnées curvilignes quelconques. Ainsi que nous l'avons vu. Dans un exercice nous avions vu qu'une telle dérivée en coordonnées curvilignes ne représentait généralement pas les composantes d'un tenseur. Examinons de plus près les raisons de ces propriétés tensorielles ou non. Pour déterminer la différence entre deux vecteurs, Vm et Vm', donc pour un champ de vecteurs, deux vecteurs placés respectivement en deux points M et M', infiniment voisins. Il faut au préalable transporter parallèlement à lui-même, donc on transporte le vecteur parallèlement à lui-même, on va transporter le vecteur Vm' du point M' au point M. Et là, on est dans le même espace vectoriel, on peut comparer. Par exemple, dans la base naturelle de ce point. Lors de cette translation, ou transport parallèle, c'est de là que vient le nom, les composantes de Vm' ne varient pas dans le cas de coordonnées rectilignes. Les repères naturels étant identiques en chaque point.
Et les dvi sont évidemment les composantes du vecteur Vm' moins Vm. Par contre, en coordonnées curvilignes, le transport parallèle de Vm' au point M, c'est-à-dire sa translation le long d'une droite, au sens général de cet espace ponctuel, qui joint M à N', va modifier, en général, la valeur de ses composantes dans le repère naturel. On peut le voir très facilement, par exemple, avec un champ vecteur en coordonnées polaires. Donc on a les deux axes x1, x2, l'origine, le vecteur de base ij, très important, et ici on va avoir u1 U1 qui est la distance et U2 qui est l'angle, un point M', point M. Normalement, on considère des déplacements infinitésimaux pour la présentation. Ici, on choisit une représentation un peu plus écartée pour que ça soit lisible. On va avoir un repère naturel E'1, E'2, et ici, E1, E2. Ici, on va avoir un vecteur Vm, et ici, disons, un vecteur Vm'. Pour que ce soit lisible, on les montre identiques, les projections égales au vecteur de base, et s'il est déplacé parallèlement, il est clair que les composantes ne sont plus les mêmes. Parce que le vecteur s'est déplacé parallèlement, mais le repère naturel, lui, a tourné. Donc, notons ce vecteur-là, Vm, M', le vecteur obtenu après transport parallèle du point M au point M, et le vecteur Vm M' moins Vm égale dv. Opération tout à fait valable, puisque on a là deux vecteurs au même point dans une base naturelle donnée. Cette différence est appelée la différentielle absolue du vecteur V. Les composantes de dv dans le repère naturel au point M ne coïncident pas en général avec les différences des composantes entre Vm' et Vm. Il n'y a pas de raison. Le champ peut être quelconque. Donc, maintenant, il va falloir calculer ça. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous allons déterminer l'expression des composantes de dv et on commencera par voir la variation le long d'une géodésique. Je vous remercie.